Avec tout ce qui se passe dans le monde, suivre l'actualité est essentiel. Pour faire le point sur la politique américaine, les nouvelles internationales et les sujets de l'heure, retrouvez Christian Latreille et nos journalistes. Sur le terrain, en semaine 16h, heure de l'Est, ici RDI. Nous sommes le jeudi 11 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à cette nouvelle émission d'À la Une. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver ce matin. Merci d'être à l'écoute. Évidemment que l'actualité va nous transporter aux États-Unis. Vous avez entendu hier en fin de journée cette nouvelle. Un influenceur conservateur pro-Trump a été tué lors d'une rencontre publique à l'université de l'Utah. Les recherches d'ailleurs, au moment où on se parle, sont toujours en cours pour retrouver le tireur, donc chasse à l'homme en cours aux États-Unis. Les motivations de ce tireur qui reste inconnu pour l'instant. Plusieurs ont déjà parlé de violence politique. Ça a créé toute une onde de choc. Beaucoup de réactions depuis hier. Les derniers développements de l'enquête, Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard à l'émission pour nous faire le compte-rendu de ce qui s'est passé depuis hier soir à ce sujet-là. En ce moment, en studio avec moi, Julie Jasmine et Véronique Méran. Bonjour à vous deux. Bien, bonjour. Alors, on va revenir ensemble, Julie Jasmine, un petit peu plus tard à l'émission sur ces phénomènes. Il se passe quelque chose avec Pink Floyd, en tout cas, parce que leur pochette, oui. Les images, vous savez que lorsqu'on écoute en ligne, il y a souvent une image de la pochette. Eh bien, ces images ont disparu, se sont envolées. Voilà. Et là, il y a toutes sortes de rumeurs et on se demande qu'est-ce qui se passe avec Pink Floyd. Elles ont été changées, littéralement changées. Je vous expliquerai tantôt pourquoi. Mais on a remplacé en tout cas des images par des mots. Puis en plus que les pochettes de Pink Floyd sont extrêmement graphiques. On les reconnaît. Je pense le triangle avec l'arc-en-ciel qui sort. Voilà. Évidemment. Alors, que se passe-t-il? OK, on va revenir. Elle nous garde comme ça en haleine, évidemment, pour que vous restiez à l'écoute. C'est un bon truc, un vieux truc, mais éprouvé fonctionner des fois, bien des fois. Merci, Julie Jasmine, on se retrouve tantôt. Véronique, à la météo, mon Dieu, le beau temps ne cesse de se poursuivre. Ça cesse de se poursuivre, ça ne cesse de se poursuivre et ça pourrait se poursuivre encore plus longtemps parce que ce matin, les modèles se rétractent un peu. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être de la pluie ou de nuages il y avait des précipitations à venir essentiellement samedi soir. Il y a des secteurs qui en auront, mais je dirais que les régions les plus au sud, ça semble vouloir s'écraser un peu. Okay. Alors, allons-y avec ce qui nous concerne pour l'instant. On a toujours cette belle journée. Ce matin, il y a un petit peu plus de nuages peut-être vers Québec. Là. Quelques brouillards ici et là. C'est pas impossible qu'il y ait une gouttelette à Québec, mais ça va se dégager assez rapidement. C'est le cas aussi vers l'Estrie, secteur des Laurentides, plutôt nuageux avec éclaircies au moment où on se parle, mais le soleil va reprendre le relais. Ça sera pas bien long. 21-23 degrés au thermomètre. Pour ce qui est des vents, nord-est, 15-30 km à l'heure. La nuit prochaine, on sera autour de 10 pour Montréal, 4 à 7 degrés en secteur montagneux, donc évidemment des petites possibilités de gel ici et là. Du beau temps vendredi, 19 à 21 degrés. Et pour la fin de semaine, les secteurs plus au sud, Montréal, l'Estrie, même les Laurentides, la Naudière, Québec, on s'en sortira bon compte avec des températures de l'ordre de 22, 23, peut-être même 24 degrés pour la fin de semaine. L'Outaouais serait plus nuageux. On irait chercher quelques averses à partir de samedi soir. Les Hautes-Laurentides aussi. Les gens de l'Abitibi, c'est pas gagné, mais quand même, ça reste à suivre. Là, ça peut bouger encore dans les prochains jours. Du côté de l'Abitibi, ça devrait se dégager cet après-midi. Donc, un après-midi ensoleillé, une journée qui le sera demain aussi. 16 aujourd'hui, 22 demain. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, du beau temps encore, un petit peu de nuages ce matin, tendance au dégagement, 17-18 degrés. On poursuit sur la même lancée demain. Ça reste nuageux ce matin sur la Gaspésie. Petite probabilité d'averse de l'ordre de 40 %, mais ça se dégagera cet après-midi. Ça se dégage ce matin sur la Côte-Nord, 15 à 19 aujourd'hui, soleil dominant demain. Un peu de nuages sur le nord et le centre de l'Ontario, tendance au dégagement également. On est plus près de la vingtaine de degrés côté Mercure. C'est du 23 à 25 pour les régions plus au sud, Toronto, Windsor et Ottawa. Et il fait beau. Il fera beau encore demain. Plus de nuages dans l'ouest, entre autres du côté de Vancouver. Tendance au dégagement cet après-midi. On ira jusqu'à 20, 23 pour ce qui est de Vancouver, mais ça reste chaud dans les prairies. C'est du 25 à 28 degrés. Indice humidex là-dedans, 33 sur le sud de la Saskatchewan. Beaucoup de soleil pour Edmonton et Calgary, un peu plus variable pour les autres secteurs et des possibilités d'orage en fin de journée sur le sud du Manitoba. Évidemment, de la fumée, secteur d'Edmonton, en raison des feux. Qualité de l'air qui est peut-être pas sous avertissement, mais qui est pas
très bonne par endroits. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. On va parler du camp des recrues du Canadien de Montréal qui débute véritablement aujourd'hui avec les premiers coups de patin des jeunes espoirs de l'équipe. On les a vus surtout hier au gym. Oui. Parce qu'on se préparait physiquement. Ouais. On voulait montrer à l'état-major du Canadien de Montréal. On n'a pas trop mangé, qu'on n'a pas trop bu pendant l'été. Exactement. Et il y a Pascal Vincent qui va gérer justement ce camp des recrues. En préparation pour ces matchs des espoirs qui auront lieu cette fin de semaine au Centre Bell, le Canadien qui jouera contre les espoirs des Maple Leafs de Toronto et aussi des Jets de Winnipeg. Okay. Donc effectivement, plusieurs visages qu'on voudra parfois découvrir, peut-être voir aussi la progression de certains. Ivan Demidov, l'année dernière, a fait ses débuts avec le Canadien de Montréal. Je pense que le talent est indéniable. Tout le monde l'a constaté. La vague est encore là. Les amateurs ont hâte de le voir, oui, dans ce camp des recrues, mais surtout ce qu'il pourra faire avec justement les joueurs de l'équipe du Canadien de Montréal et surtout comment il pourra rivaliser avec la compétition cette année. Ça avait très bien débuté, timide par la suite. Donc, reste à voir maintenant si l'été lui aura donné un peu de confiance et surtout cet aplomb pour amorcer cette saison. David Renbacker, aussi défenseur blessé la saison dernière, qui a joué avec le Rocket de Laval, pourra-t-il se frayer un chemin avec l'équipe cette année avec le Canadien de Montréal. Donc, des dossiers comme ceux-là, Jacob Fowler aussi, le gardien de but, qui pourrait en mettre plein la vue lors de ce camp. Et Pascal Vincent veut surtout voir justement ce que l'été leur aura apporté. On l'écoute. Ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ils ont utilisé l'été pour s'améliorer parce que quand tu arrives à un certain âge, dans une jeune carrière, un été peut faire une grosse différence. Donc, je veux voir là, les joueurs qui ont utilisé l'été pour s'améliorer. Oui, parce qu'en été, l'entraînement ne s'arrête pas pour les joueurs de hockey. Ceux qui veulent arriver au meilleur de leur forme, justement, en ce temps-ci, doivent travailler fort tout l'été. Et je pense que ça témoigne aussi du sérieux des joueurs, de ceux qui ont réellement peut-être l'étoffe d'un joueur professionnel, d'un joueur qui peut aspirer non seulement à accéder à la Ligue nationale de hockey, mais aussi à perdurer dans cette ligue-là. Donc, il y aura beaucoup de maturité peut-être qui se démontrera au cours des prochains jours. Parlons des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Il y aura un absent de taille. Oui, mauvaise nouvelle pour les amateurs canadien parce que Michael Woods, qui en est à sa dernière saison, il a annoncé qu'il prendrait la retraite à l'issue de cette saison, souhaitait participer aux épreuves de Québec et de Montréal, disait que c'était sur le calendrier peut-être l'épreuve la plus importante cette année avec les championnats du monde et là, le voilà sur la touche, incapable de pouvoir participer à l'épreuve de Montréal. Il a été frappé d'un virus, d'une maladie. C'est ce qu'il avait déclaré déjà en conférence de presse la semaine dernière. Il avait dit souhaiter être en mesure de prendre part à l'épreuve de Montréal. Malheureusement, l'équipe Israël Premier Tech hier a confirmé que Michael Woods sera à l'écart et donc ne participera pas du tout. Et c'est bien entendu une déception pour le cycliste d'Ottawa. Et sinon, hier, avec les conférences de presse, on a pu entendre Tadej Pogačar et surtout l'entendre sur ses ambitions. Il a remporté l'épreuve de Montréal à 2 reprises et le parcours de Québec a été modifié. Certains le voient remporter peut-être cette épreuve, la première, donc vendredi à Québec. Et lui, ce qu'il a dit, modérer les attentes. Est-ce que c'est une stratégie? Mais quand même, il a dit, ce n'est pas dans mes plans de remporter les 2 courses. Ça, c'est quand même bien. Une des deux. Quand on arrive au buffet et on dit, je vais manger de ceci, mais peut-être pas de cela, mais on verra. On verra si je suis en appétit. On saura ça donc vendredi, dimanche. On termine en parlant des Blue Jays de Toronto au baseball qui ont été défaits par les Astros hier. Oui, avec la chance de peut-être jouer le coup une deuxième fois aux Astros et aller peut-être arracher une victoire en toute fin de match. En 9e manche, on a accordé un coup de circuit à Yanner Diaz, ce qui a porté la marque à 3-2. Les Blue Jays étaient dans le coup et malheureusement, ça a été, ils sont demeurés à court, justement. Donc, défaite de 3-2 pour eux. La bonne nouvelle, c'est que ça a peu d'impact au classement parce que et les Red Sox et les Yankees ont perdu. D'ailleurs, deuxième défaite cuisante des Yankees hier, une défaite de 11-1. Ils avaient perdu 12-2 la veille contre les Tigers, donc ça va pas du tout à New York. Et donc, au classement, comme je le disais, peu de changements. Ou en fait, pas de changement. Les Blue Jays sont toujours en tête de la division Ouest avec 3 matchs en main sur les Yankees et les Red Sox. Merci, Olivier. Bonne journée.
Revue de presse de ce matin, vous vous doutez bien que dans les quotidiens, les principaux quotidiens au Québec, ce dont il est question, c'est ce remaniement ministériel. On va faire le tour de ce qui se dit, de ce qui s'écrit à ce sujet. Un traitement choc, titre Le Devoir, en reprenant la formule utilisée par François Legault. En éditorial, en une du quotidien, Michel David, le chroniqueur, titre bof avec un point d'exclamation de premier ministre Legault, écrit-il, fait penser à un instructeur de hockey dont le club est pratiquement éliminé, qui espère remonter dans le mix avec des joueurs qui n'avaient jamais réussi à faire l'équipe, même en remontant aux années 60, poursuit Michel David. Jamais un remaniement ministériel n'a sauvé un gouvernement en perdition. Un remaniement qui risque d'être accueilli avec un bof d'indifférence, écrit-il. Le Devoir également, à sa une, nous parle du réalisateur Philippe Falardeau qui filme avec son cœur. Le réalisateur parle de son adaptation lumineuse et étonnamment personnelle de 1000 secrets, 1000 dangers, roman à succès d'Alain Farah. Ces jours-ci est présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto. Dans la presse, évidemment, il est question aussi en une du remaniement ministériel à Québec. Virage à droite, titre La Presse. Et si je vous parle maintenant de la chronique de Paul Journet, intitulée Un château de cartes, François Legault brasse les cartes, mais son gouvernement ressemble encore à un château de cartes qui vacille, écrit le chroniqueur. Un remaniement doit envoyer un message. Celui-ci est difficile à décoder. Le nombre de ministres n'a pas été réduit. Ce n'est pas la cure minceur qui donne l'exemple, par exemple, d'un gouvernement qui voudrait équilibrer son budget. Est-ce que c'est de l'imputabilité? Pas tout à fait, écrit Paul Journet. François Bonnardel est puni parce que son ancienne chef de cabinet et son conseiller politique ont caché de l'information sur sa clique. Mais Geneviève Guilbeault s'en tire très bien. Son excellente mémoire était soudainement devenue défaillante à la commission Galland, mais elle hérite des affaires municipales. Voilà, entre autres, ce qui retient l'attention de la presse. Et dans la presse Affaires, un article qui risque de vous intéresser parce que nous achetons tous du pain à l'épicerie. Marie-Ève Fournier écrit sur le cartel du pain. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Eh bien, il y a une somme maintenant alléchante, écrit-elle, de 100 $ par personne qui a été évoquée dans le cadre d'une action collective, mais ça risque d'être pas mal moins si beaucoup de gens s'inscrivent à l'action collective pour recevoir justement des montants d'épiciers qui donc s'étaient organisés pour fixer les prix du pain. À lire dans les pages Affaires de la presse de ce matin. Sinon, dans le Journal de Montréal, évidemment, c'est le remaniement ministériel et la chroniqueuse Josée Legault écrit « Le maniement de Legault est en retard. François Legault lance les dés à seulement un an des prochaines élections. Comme d'autres premiers ministres affaiblis avant lui, il mise sur un remaniement ministériel pour créer l'illusion d'un souffle nouveau, écrit-elle. Mais les Québécois veulent du changement. Là-dessus, M. Legault a raison, mais son vrai problème, conclut la chroniqueuse, c'est qu'il est, depuis 2 ans, les Québécois veulent surtout changer de gouvernement et de premier ministre. Donc, à lire dans le Journal de Montréal. À la une du site de Radio-Canada, contre-cœur dans la liste des projets d'intérêt national retenus par Ottawa. C'est CBC qui a obtenu la liste de ces projets qui seront annoncés aujourd'hui même par le premier ministre Mark Carney. Vous savez, ces projets qui iront de l'avant plus rapidement, projets d'intérêt national. Le premier ministre Carney qui doit ce matin dévoiler une liste de 5 projets de construction nationale, 5 autres qui seront toujours au stade préliminaire. La liste sera envoyée au bureau des grands projets pour qu'elle soit étudiée dans le but d'accélérer sa réalisation. Donc oui, le projet de contre-cœur, mais aucun pipeline n'a été sélectionné, écrit donc notre collègue Daniel Thibault en une du site Internet de Radio-Canada. Dans le Toronto Sun de ce matin, on lit « Devastation at Daycare ». Donc c'est en lien avec cette histoire, un VUS qui a foncé dans une garderie de Richmond Hill, c'est dans la région de Toronto, vers 15h hier. 10 personnes à l'hôpital, 7 enfants âgés de 18 mois à 3 ans. 3 employés également, un garçon de 18 mois qui a succombé à ses blessures, un enfant qui est dans un état critique également, un homme de 70 ans qui a été arrêté, mais selon les policiers, rien n'indique qu'il s'agisse d'un geste délibéré. Donc, c'est à lire en une du Toronto Star. Il en est question dans plusieurs médias, effectivement, de ce qui semble être un accident, mais une enquête est toujours en cours. Entendu un crack de fusil et il y avait un grand nuage de fumée. On s'est tous mis dans la position fœtale. On a couvert notre tête.
On vient d'entendre un jeune Américain qui a été témoin hier du moment où Charlie Kirk, donc cet influenceur de la droite aux États-Unis, très populaire auprès des jeunes, très, très présent, beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, a été tué par balle lors d'un rassemblement sur un campus universitaire en Utah. Il répondait à des questions du public comme il le faisait assez régulièrement. Il allait débattre donc sur des campus universitaires. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc, vague d'indignation à la suite, évidemment, de cette nouvelle de son assassinat. Et de condamnation également, à commencer par le président américain Donald Trump, dont il était proche, dont il était la voix auprès des jeunes Américains. Dans une vidéo sur son réseau social, le président américain a accusé la gauche d'avoir contribué au meurtre d'un de ses fidèles alliés politiques. On l'écoute. Depuis des années, les extrémistes de la gauche radicale comparent les formidables Américains à des nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse au monde. Ce genre de discours est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays et doit cesser dès maintenant. Alors ça, c'était la réaction du président américain Donald Trump. Charlie Kirk, Mathieu, il avait 31 ans, il était père de famille, il avait 2 enfants. Sa mort a été diffusée partout sur les réseaux sociaux. On pourrait presque même dire qu'en direct sur les réseaux sociaux. On a entendu Donald Trump, mais toutes les figures de la droite américaine ont dénoncé son meurtre, l'ont qualifié même de martyr tombé pour la défense des valeurs conservatrices et chrétiennes aux États-Unis. Les policiers, de leur côté, Mathieu, poursuivent toujours leur recherche pour tenter de retrouver le meurtrier, de retracer le tireur, dont les motivations, pour le moment, à tout le moins, là, sont inconnues. Hier, les policiers ont arrêté quelqu'un. C'est un suspect, mais semble-t-il qu'il y avait erreur sur la personne. Oui, condamné à tous les niveaux dans la sphère politique, ce qui s'est passé hier. Chez les démocrates Chez également. les démocrates aussi. C'était quelqu'un, peut-être que les gens qui suivent moins la politique américaine ne connaissent pas ce nom-là, mais c'était une figure de proue du mouvement MAGA, là, Make America Great Again. Oui. D'ailleurs, lors des dernières élections aux États-Unis, il a beaucoup contribué à mobiliser la jeunesse américaine pour qu'ils votent, pour qu'ils sortent voter pour Donald Trump. Son podcast était très populaire. Il comptait des dizaines de millions d'abonnés également sur les réseaux sociaux. C'était un influenceur, vous l'avez dit, de la droite. Donc, il était contre l'avortement, il était contre l'immigration, il était également contre le contrôle des armes à feu. Je vous propose d'écouter un extrait d'une de ses publications diffusées sur Instagram en août dernier. Vous allez comprendre le personnage, vous allez comprendre le ton également. Une bataille spirituelle arrive en Occident et les ennemis sont le wokisme et marxisme combinés à l'islamisme. Ils s'en prennent à ce qu'on appelle le mode de vie américain qui consiste à pouvoir se marier, acheter un logement, avoir des enfants et un quartier sûr. Et qu'on n'enseigne pas à mes enfants les ordures gays, lesbiennes ou transgenres à l'école. Donc, on comprend bien le personnage. Donc, il prônait les valeurs plus traditionnelles. Et c'est un influenceur, vous l'avez dit tantôt, Mathieu, qui se promenait donc, qui faisait des tournées. Il débutait d'ailleurs sa tournée. Il se promenait dans les campus des universités aux États-Unis. Il faisait des discours où il répondait aux questions, où on pouvait débattre avec lui là, des enjeux de ses positions. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Julie Jasmine est de retour en studio. Commençons aux actualités culturelles à parler d'acteurs québécois dans une production internationale. C'est France Télévisions, HBO Max et Sphère Média. Une production sur une pionnière du cinéma. Une pionnière méconnue. Alors, ce sont les acteurs Sophie Nélis, François Arnaud et Vincent Leclerc. Donc, des acteurs québécois qui vont prendre part à cette distribution. Et on parle d'acteurs, bien sûr, mais je dirais réalisateur aussi québécois qui va, en fait, co-réaliser cette mini-série
série, c'est Guillaume Lonergan qui a aussi réalisé, entre autres, Empathie, dont on parle énormément, M'entends-tu ou encore Le temps des framboises. Alors, beaucoup de talents québécois là-dedans. Et la mini-série va s'appeler Alice. On parlait de cette pionnière du cinéma oubliée. Donc, elle est née en France, elle a travaillé en France, aux États-Unis, à la fin des années 1800. Alors, et le personnage principal, donc le personnage d'Alice, va être porté par Bérénice Bejo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette actrice dans The Artist, par exemple, le film. Et donc, ce sera un format de 6 épisodes de 45 minutes. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait notamment de France Télévisions, HBO Max et Sphere Média, c'est comme un croisement entre les télés traditionnelles et les plateformes. Alors, des formats qu'on voit de plus en plus. Le tournage vient tout juste de commencer à Paris. Ensuite, on ira aux États-Unis et même à Montréal, dans les prochains mois. Et pour ce qui est des écrans, on pense peut-être retrouver ça en 2026. Alors, à suivre, bien sûr. Le chanteur portoricain Bad Bunny qui ne veut plus de donner de concerts aux États-Unis. Exactement. Et ça, c'est quand même toute une histoire. C'est qu'il a décidé, en fait, il était inquiet des déportations des États-Unis par la police de l'immigration, communément appelée le ICE, bien sûr. Ce qu'on se dit, c'est qu'il avait peur, justement, qu'il intervienne à la sortie de ses spectacles. Alors voilà, et dans sa feuille de route, il y a un paquet de pays, mais pas les États-Unis continentaux. Et il a révélé ça hier dans une entrevue dans les dernières heures sur le magazine Heidi. Alors, ne souhaite pas prendre de chance. Par mesure de précaution, il faut dire que là, en ce moment, il est en résidence à Porto Rico. C'est une trentaine de dates et il fait rouler particulièrement l'économie locale. Alors, vraiment, met de l'avant sa culture et veut préserver ceci en protection, finalement, de ses fans. OK. Parlons, et vous nous en parliez au début de l'émission, des pochettes des albums de Pink Floyd sur les réseaux sociaux, les sites d'écoute, les plateformes d'écoute, les illustrations originales des albums ont disparu. Oui, exactement. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elles sont recouvertes de noir avec une pellicule de plastique et on a enlevé l'image et on a écrit ce qu'il y avait avant. Comme par exemple, Wish You Were Here, bien évidemment, ce qu'on entend, il est écrit 2 hommes en costume se serrant la main. Donc, on a une description de l'image. Voilà, une description. Avec l'autre qui est en feu, en Voilà, c'est ça que c'est écrit. Et l'un est en feu. Ouais. Alors, on spécule énormément sur, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Bien, je vous rappelle que demain, le 12 septembre, c'est le 50e anniversaire de l'album Wish You Were Here. Alors, sur le site officiel aussi de Pink Floyd, on dit, venez vous inscrire ici. On va vous tenir au courant pour des nouvelles toutes fraîches. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, c'est drôle parce nouvelle chanson? Peut-être une nouvelle chanson ou peut-être potentiellement une remasterisation de l'album Wish You Were Here. On sait que Sony a acquis dans les derniers mois le catalogue de Pink Floyd. Ça a coûté la rondelette somme de 400 millions de dollars. En fait, c'est en 2024, j'ai ça ici. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on verra, qu'est-ce qu'on aura? Tout ça met la puce à l'oreille. On parle d'indices énigmatiques. Oui, mais disons qu'à 500 millions pour le catalogue, on va peut-être rentabiliser la chose en offrant une version remasterisée de Wish You Were Here. Julie Jasmine, merci beaucoup. On va écouter quelques notes de Pink Floyd, justement. Merci, Julie Jasmine. C'est plaisir. Commence quand même bien la journée Wish You Were Here de Pink Floyd. Alors, à suivre aujourd'hui, entre autres choses, il y aura cette conférence de presse de Mark Carney qui, selon notre collègue Daniel Thibault, va annoncer les projets d'intérêt national qui ont été retenus par Ottawa. Et il n'y a pas question de pipeline, mais il sera question, selon nos collègues de CBC, dans la liste des 10 projets qui sera annoncés aujourd'hui du port de Contrecœur. Donc, ce sera à suivre. Évidemment, la suite de cette traque aux États-Unis pour retrouver le tireur qui a abattu hier l'influenceur de droite Charlie Kirk. Jean-Philippe Robillard va suivre ça ce matin avec nous. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.